Donc, je vais parler cet après-midi de l'évaluation en question. Enfin, le titre, c'est l'évaluation en question, avec une question justement. Pourquoi remettre l'évaluation en question? Pourquoi est-ce que l'évaluation avec un titre comme ça pourrait poser problème? Alors c'est ce à quoi je vais essayer de répondre en à peu près 3/4 d'heure, comme le précisait Michel. Alors pour cette heure-là, cette session, ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, ce que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui, concerne ce que j'ai appelé le paradoxe de l'évaluation. En quoi l'évaluation pourrait être un paradoxe? À quel point de vue l'évaluation pourrait être un paradoxe? Et puis, j'aimerais aussi partager avec vous ce qui peut poser problème sur le plan technique ou pratique ou sur le plan éthique concernant ce qui va être dit sur le paradoxe de l'évaluation. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on sera une session, on va dire, quand je dis plus concrète, peut-être moins réflexive, mais c'est important d'aborder l'évaluation justement en ces temps d'enseignement à distance pour en faire quelque chose d'extrêmement positif, pour faire en sorte que cette situation puisse enrichir la réflexion sur l'évaluation, pour en faire un projet pour l'avenir et une composante de la culture d'établissement de la mission laïque française. Alors, je voulais commencer par vous présenter un tableau, mais que je ne vais pas lire parce qu'il ne me semble pas très intéressant de le lire maintenant ou de le partager avec vous maintenant. C'était juste un petit retour sur quelques typologies de l'évaluation, mais que je crois que vous connaissez très bien, ce type de choses, l'évaluation certificative, pronostique, sommative, diagnostique, formative. Alors, j'ai rappelé les définitions, mais je ne vais évidemment pas lire ce qu'il y a sur ce document. En revanche, j'aimerais qu'on puisse zoomer sur deux types d'évaluations qui sont celles dont on va parler particulièrement aujourd'hui, l'évaluation sommative et l'évaluation formative. Alors, je rappelle juste la définition ou son rôle parce que c'est important de savoir de quoi on parle puisqu'on va partager ce que souhaitent dire ces deux concepts-là. Donc, l'évaluation sommative a pour but de sanctionner une activité d'apprentissage et l'évaluation formative, quant à elle, a pour but d'informer l'élève et l'enseignant du degré d'atteinte des objectifs. Donc, elle n'a pas lieu d'être notée, contrairement à l'évaluation sommative. Alors, ces deux types d'évaluation ont des intérêts et des contraintes. L'intérêt de l'évaluation sommative, c'est que c'est un repère. Donc, elle a un rôle socio-économique qui a pour but, par exemple, de mettre en correspondance un diplôme et un salaire, ou un diplôme avec mention et une entrée possible dans une formation particulière, par exemple. Et la contrainte, c'est que l'enseignant qui pratique ce type d'évaluation joue le rôle de l'agent de l'institution et le rôle de sélectionneur, qui n'est pas toujours bien vécu et puis qui peut aussi poser problème sur le plan éthique. Et l'évaluation formative, l'intérêt est qu'elle permet de prendre en conscience des difficultés des élèves et pour l'enseignant de s'en rendre compte et d'ajuster ses paramètres pédagogiques. Et la contrainte, c'est qu'elle oblige à une identification de l'analyse et l'analyse des difficultés cognitives de chaque apprenant, ce qui peut paraître une tâche un petit peu complexe. Donc, passer ces deux définitions, mais je n'insiste pas parce que vous connaissez très bien. Avant de commencer à pouvoir partager avec vous ce qui peut me paraître, moi, être un paradoxe, j'ai envie de vous poser la question à vous, puisque j'ai associé au titre l'évaluation en question, la question du paradoxe. Pour vous, est-ce que c'est un paradoxe ou pas? Alors, pour que vous puissiez répondre et que je puisse avoir un pourcentage, je vais débuter un sondage. Donc, je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Alors, faites-le tout à fait spontanément, sans particulièrement réfléchir. Mais si je vous pose cette question comme ça de but en blanc, est-ce que l'évaluation est un paradoxe pour vous? Oui ou non? Voilà. Donc, vous êtes 56% à avoir répondu oui et 44% à avoir répondu non. Voilà. Donc un score un petit peu plus élevé pour
pour la réponse positive, oui, elle est un paradoxe. Alors, si on avait le temps, évidemment, on pourrait échanger sur la cause du paradoxe, enfin, ce qui vous semble, enfin, la raison pour laquelle, pour vous, l'évaluation est un paradoxe ou non. Alors, on n'a pas le temps de le faire, on aura peut-être le temps de le faire ou de le verbaliser autrement plus tard. Avant de poursuivre, je voudrais partager avec vous ces petites capsules de bande dessinée parce que je les ai trouvées plutôt sympathiques et puis qu'elles résument bien ce que je voudrais partager avec vous. Je vous laisse quelques secondes pour lire. Alors, en termes de paradoxes, je voulais en déterminer trois qui m'ont semblé vraiment importants. Le paradoxe du déséquilibre entre ces deux types d'évaluation, le paradoxe de la note qui est considéré comme juste et le paradoxe des biais de correction. Alors je vais m'expliquer sur chacun des paradoxes, mais commençons par le paradoxe du déséquilibre. Donc dans la pratique, les deux types d'évaluation sont mélangés. D'ailleurs, et je l'ai moi-même marqué dans le titre, on parle d'évaluation au singulier, mais plus rarement des évaluations. Et que statistiquement, ce que l'on remarque, c'est que la plus grande partie des évaluations sont sommatives. Alors, ça peut s'expliquer évidemment à cause de l'omniprésence des examens ou des bulletins ou des moyennes, et que tout à fait étonnamment, alors que la différenciation pédagogique est recherchée, aujourd'hui elle est comprise, elle est recherchée, mais les différents types d'évaluation, eux, n'en sont pas modifiés pour autant. C'est un paradoxe de taille parce que ça veut dire que si le paradigme des causes, en tout cas, des difficultés de l'élève est clair aujourd'hui, le paradigme des évaluations, lui, n'a pas suivi. Autre paradoxe lié à ce déséquilibre, il est souvent reproché aux élèves de ne travailler que pour les travaux notés et donc d'orienter leurs efforts en fonction des épreuves de fin d'apprentissage, fin de séance, fin d'année, alors que le système lui-même est bâti sur cette logique. Lorsque l'on prépare des évaluations, alors PISA est un exemple extraordinaire, mais c'est pas que. Les évaluations que l'on fait en primaire sont un petit peu basées sur cette même logique-là. Comment dire, ça a pour conséquence que finalement le travail de l'enseignant peut être focalisé sur la réussite aux évaluations, mais peut-être pas forcément sur ce qui permet d'apprendre. C'est-à-dire sur le fait d'aider l'enfant à grimper marche après marche pour pouvoir comprendre ce qu'il apprend et modifier ce qu'il apprend, ou du moins ce qu'il sait déjà pour apprendre. Autre paradoxe, les notes, parce qu'elles procurent de nombreuses attentes dans le système scolaire, et elles apparaissent encore comme la figure d'excellence de l'évaluation. On reviendra tout à l'heure dans le paradoxe, on en reviendra quand on parlera de la note, du paradoxe autour de la note. Et peut-être le dernier autour de ce déséquilibre, l'évaluation formative apparaît encore aux yeux du plus grand nombre comme un complément qui serait finalement facultatif, plus que comme un autre type d'évaluation indispensable à l'apprentissage. En tout cas, il n'est pas du tout sur la même ligne de conduite ou d'utilisation que l'évaluation sommative. Alors, passons au paradoxe lié à la croyance dans la note comme étant juste, et juste dans la mesure où il est pensé, on pense encore beaucoup qu'elle détermine cette note avec précision le niveau d'acquisition des élèves, et pourtant, si je me base sur les recherches, eh bien, les études faites par la recherche montrent depuis longtemps, ou en tout cas prouvent que l'idée de la note juste relève d'un paradigme. Un paradigme, c'est quelque chose qu'on ne change pas parce que, ma foi, on a toujours fait comme ça et il n'y a pas de raison de changer. C'est la définition la plus simple du paradigme. Alors, je voudrais vous montrer un exercice qui a été choisi par Zakharchuk, qui a été travaillé par Zakharchuk. Alors, je ne vais pas vous lire l'énoncé de ce problème-là, mais il s'agit d'un problème de mathématiques qui a été donné à une classe de 6e. Et pour évaluer les résultats de cet exercice, il a été demandé à 176 correcteurs de noter le résultat entre 0 et 5.
Et on voit que sur un exercice relativement simple d'une classe de sixième, exercice de mathématiques d'une classe de sixième, eh bien on voit par exemple 0, 6 correcteurs ont mis 0, 4 ont mis 5, et entre 0 et 5, eh bien il y a les résultats ou de 176 correcteurs, alors que finalement les résultats sont des résultats qui sont justes. Passons maintenant au paradoxe lié à la croyance, au paradoxe lié au biais du correcteur. Alors, ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est une réflexion dont on s'accommode, une habitude de pensée dont on s'accommode et qu'on ne remet pas trop en cause. Alors, il y a plusieurs biais. Qu'on appelle en particulier, je vais vous en nommer 6, qu'on appelle l'effet de stéréotypie. Ça veut dire qu'il est encore pensé, par exemple, qu'un élève qui est bon en maths sera supposé bon en français ou dans d'autres matières. Ce qu'on appelle aussi l'effet de contexte. Par exemple, on juge un élève à l'aune des autres élèves de la classe et, autrement dit, plus sévèrement dans une classe forte, par exemple. Ce qu'on appelle l'effet de correction, c'est-à-dire la fluctuation de la note en fonction du nombre de copies déjà corrigées. Et voilà, certains enseignants préfèrent les dites copies, bonnes copies, préfèrent corriger en premier et laisser le plus compliqué pour la fin. D'autres font l'inverse. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on corrige les copies les unes après les autres, il y a forcément une interdépendance entre les copies qui ont été corrigées précédemment et celles qui vont être corrigées après. Autre biais qu'on appelle l'effet de la tendance centrale, c'est-à-dire une notation autour d'un intervalle établi qui pourrait se rapprocher de la constance macabre, comme Antibi a pu le déterminer dans son ouvrage. C'est-à-dire que lui précise que dans la plupart des classes, il faut que les notes soient organisées. Il y a forcément un groupement de notes qui se situe en dessous de 10, un autre regroupement de notes qui se situe globalement entre 8 et 12 et un troisième regroupement de notes au-dessus de 12, et que voilà, il est normal de corriger dans ces tranches-là. Et je disais ce matin que, par exemple, dans des classes de type Cagne, Hippocagne ou Mathieu, enfin toutes ces classes d'enseignement supérieur, où quelquefois pour expliquer aux étudiants que ma foi, voilà, c'est très compliqué d'apprendre, c'est difficile voilà, il faut se tuer pour un petit peu pour faire partie de l'élite dans ce type de classe. Eh bien, certaines écoles commençaient à noter à -30. Pensant que ça allait motiver les élèves pour qu'ils puissent vraiment travailler plus et encore plus pour y arriver. Et puis, dans des écoles qui ne sont pas assez grandes écoles, souvent il y a aussi des regards particuliers sur les enseignants qui notent trop bien, avec le regard d'autres enseignants qui disent non mais c'est trop facile ce que tu présentes, il faut pas mettre des notes aussi bonnes, les élèves vont croire que finalement ils y sont arrivés trop facilement, ils vont arrêter de travailler. Voilà, ce sont des biais ou des paradigmes ou à l'inverse une certaine fierté aussi pour certains enseignants de noter avec des notes extrêmement basses pour bien faire comprendre que voilà, ils sont durs et que finalement ça a plein d'avantages pour les études universitaires. Ce qu'on appelle l'effet de contamination, c'est l'influence des résultats antérieurs des élèves, avec quelquefois aussi des réflexions assez surprenantes. Quelqu'un me faisait une réflexion il y a pas si longtemps d'une élève de 3e qui en histoire géo avait fait un devoir à la maison, mais elle avait fait d'autres devoirs à l'école qui n'avaient pas été jugés de bons devoirs. Elle avait très bien réussi son devoir fait à la maison, mais on lui a dit mais voilà, tu as été aidée. Enfin, tu ne peux pas avoir réussi aussi facilement. Tu as été aidée. Elle avait été extrêmement déçue parce qu'elle avait passé des heures sur ce travail-là. Donc voilà, ça veut dire qu'on a énormément de réflexions qui parfois peuvent être un petit peu blessantes. Parce que finalement, on ne connaît pas le contexte de l'élève. Et puis, ce qu'on appelle l'effet bricolage, c'est-à-dire des enseignants qui peuvent être amenés
en toute bienveillance, bien sûr, à multiplier les concessions lors des évaluations sommatives en classe, alors pour ne pas décourager, pour ne pas démotiver les élèves en difficulté scolaire. Donc ça rajoute cette ambiguïté sur le statut de la note et ce qu'elle peut apporter précisément comme information pour que l'élève puisse s'appuyer justement sur cette note pour pouvoir évoluer. Alors, avant de poursuivre ce que j'ai envie de partager avec vous, je vais vous proposer une autre capsule que j'ai trouvée sur Internet, mais que je partage avec vous parce que je trouve qu'elle résume assez bien ce que je souhaitais partager. Je vous laisse quelques secondes. Alors, en proposant un focus sur ces différents types d'évaluation, je voulais aborder le problème des conséquences de ces différents types d'évaluation. Et j'aime bien la phrase de Raymond qui dit « Une évaluation est valide si elle contient des informations rendant possible des apprentissages ultérieurs et si les enseignants les utilisent pour réajuster leur enseignement. » Alors, pour me baser sur les études scientifiques, eh bien, elles démontrent elles aussi que la tension ou la menace, la peur, la frénésie évaluative ou le stress ou la pression est une des causes du décrochage et du retrait ou du blocage cognitif ou du blocage biologique du système de la motivation. Alors, je vais m'expliquer tout de suite sur les diapos qui vont suivre sur ce qu'on appelle la motivation, au moins dans le domaine des neurosciences. Ce que je veux dire avec cette phrase, c'est que lorsque un élève est en situation de peur, de stress, je ne veux pas réutiliser chacun des mots, mais un des systèmes de sauvegarde de l'humanité est de bloquer ce qui se passe dans son environnement pour se préserver. Alors, pour se préserver, ça veut dire qu'il y a tout un mécanisme chimique qui se passe dans le cerveau et qui empêche de réagir. Alors, c'est aussi clair que, je vais prendre un exemple pour illustrer un peu ce propos. Si, par exemple, vous êtes sur un trottoir et vous voulez traverser la route et qu'il y a un camion, vous n'allez pas vous dire, tiens, on me demande de traverser la route, ça serait bien finalement que je traverse la route et que je me dépêche. Tout ça en commençant à traverser la route parce qu'évidemment, le camion va passer, lui va pas s'inquiéter de ce que vous avez dans le cerveau et vous allez vous faire écraser. Donc le cerveau ne nous permet pas de faire ce type de choses. Il va nous donner comme ordre de ne pas traverser et de reculer vite d'un pas pour ne pas se faire écraser. Donc c'est un système de survie qui n'est pas conscient et qui n'est pas consciemment volontaire. Eh bien, la menace et la peur par rapport à une évaluation peuvent provoquer ce même type de choses quand je parlais de blocage cognitif. Les études montrent aussi que les élèves sont plus confiants lorsqu'ils ne sont pas notés. Et ce qu'il est pointé aussi, c'est que, je le disais tout à l'heure, les élèves investissent ce qui est privilégié pour l'examen. Ce qui veut dire que on se prive finalement d'un savoir caché, un savoir bien plus complexe que ce qu'on lui demande de donner comme information, parce qu'il va investir justement sur ce qu'il imagine qu'on va lui demander et va laisser tomber d'autres connaissances qui sont tout aussi importantes et qui pourraient venir enrichir cette évaluation. Et des conséquences aussi suite aux évaluations en général, et en particulier pour l'évaluation sommative, il y a des conséquences parce que l'évaluation sommative devient finalement, au bout du compte, un marqueur de l'identité scolaire. Marqueur enregistré dans un livret, dans un dossier, et qui est évidemment lourd de conséquences. Autre conséquence, quand il y a évaluation sommative, les enseignants vont privilégier la mémorisation immédiate, évidemment, puisqu'il faut mémoriser pour pouvoir redire ce que l'on a compris, et aussi un apprentissage que j'oserais appeler rentable, puisqu'il est réalisé pour la réussite des tests ou des évaluations. Et donc, peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que finalement, dans ce type d'évaluation, les stratégies pédagogiques ne sont-elles pas détournées au détriment des besoins des élèves? C'est-à-dire que lorsque l'on demande à un élève de donner une réponse,
on se soucie peu finalement de la manière dont il a produit cette réponse. Et une réponse fausse peut avoir une organisation extrêmement logique, mais néanmoins la réponse est fausse. Mais voilà, comment prendre conscience de ce qui pourrait être le besoin de l'élève dans l'évaluation. Alors, pour essayer d'appuyer mon propos, je voulais vous donner quelques informations, outils, enfin intellectuels, mais en tout cas informations sur le fonctionnement du cerveau qui me semble vraiment important de comprendre pour repenser les évaluations. Alors, je voulais commencer par distinguer ce qu'on appelle performance et ce qu'on appelle compétence. Pour faire la distinction entre ces deux termes, je pense que c'est Chomsky qui en a le mieux parlé. La performance, c'est ce qui est visible. C'est ce que l'on peut remarquer, c'est ce que l'on peut évaluer comme résultat. Pour illustrer ça, je prends l'exemple d'une seconde langue qu'on ne maîtriserait pas bien. Alors, c'est peut-être pas votre cas parce que je pense que vous maîtrisez tous très bien une seconde langue. Ou voire une troisième. Enfin, quand on maîtrise quand on commence à bien parler une langue, on peut parler pour se faire comprendre, et on peut mal se faire comprendre dans une langue étrangère, mais la connaissance de la langue que nous avons est largement supérieure à ce que l'on en dit pour pouvoir se faire comprendre. Se faire comprendre, c'est utiliser certains mots, les organiser dans un sens particulier pour se faire comprendre. C'est la partie la plus visible, mais la moins informante. La compétence, justement, c'est la connaissance générale, mais qui n'est pas visible. Ça veut dire que lorsqu'un élève répond à une question qu'on lui pose lors d'une évaluation, il est infiniment plus compétent qu'il n'est performant. Ça veut dire que la performance n'est pas informante sur ce qu'il sait. Il sait beaucoup plus de choses. Et la compétence, c'est à la fois tout le savoir silencieux, et c'est aussi toute l'organisation cérébrale qui lui permet d'organiser cette connaissance pour qu'il puisse en faire une performance. Mais comme je vous disais, la performance elle peut être quelquefois à côté de la plaque, mais la compétence de l'élève, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. La performance, c'est juste un arrêt sur image. On lui pose une question, il répond. La compétence, c'est quelque chose qui ne cesse jamais d'évoluer. Là, par exemple, je suis en train de vous parler du fonctionnement du cerveau. Vous avez déjà entendu des choses sur le fonctionnement du cerveau. Donc, ce que vous entendez aujourd'hui vient enrichir ce que vous saviez déjà. Mais vous ne savez pas tous la même chose, ou vous n'avez pas compris tous la même chose, vous n'avez pas donné le même sens à toutes les choses que vous avez entendues sur le cerveau. Donc, chacun d'entre vous, vous allez entendre des choses différentes de ce que je vais dire. Pourtant, j'utilise les mêmes mots pour tout le monde, mais vous allez comprendre ce que je dis différemment, parce que votre compétence est extrêmement riche et elle va entendre ce que votre algorithmicité cérébrale peut entendre. Alors, juste m'expliquer sur le mot de algorithmicité cérébrale. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer l'algorithmicité. Le moyen le plus basique, mais souvent trompeur, parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais lorsqu'on prend son appareil portable, son téléphone portable, et qu'on souhaite envoyer un SMS à quelqu'un qu'on connaît bien, si on tape « je suis à », moi j'habite Angers, je suis à Angers. Ça veut dire que si je tape sur mon portable « je suis à », c'est forcément Angers qui va arriver, parce que j'écris beaucoup « je suis Angers », donc l'algorithmicité de mon téléphone portable va donner prioritairement comme mot Angers. Mais si maintenant je pars à Toronto, je mets « je suis à », mon portable ne sait pas que je suis à Toronto parce que je n'ai jamais entré le mot Toronto dans mon portable. Donc je vais écrire Toronto. Mais ça veut dire que lorsque je vais à nouveau dire « je suis à », il va mettre Angers. Mais à un moment, il va aussi me proposer Toronto parce que je l'ai rentré. Sauf que si je ne vais plus jamais à Toronto, il va oublier. C'est-à-dire, il va mettre ça au bout de la chaîne et il va oublier. Alors, le cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça. Il est bien plus performant que ça. Mais c'est ce qu'on appelle l'algorithmicité. Et c'est extrêmement important
parce que même si globalement les cerveaux des humains fonctionnent tous de la même façon, l'algorithmicité cérébrale, c'est-à-dire le contenu de ce qu'on va mettre dans notre câblage neuronal, est lié au contexte, est lié à notre environnement. Et donc, il ne se peut pas que les élèves aient les mêmes compétences, compétences dans le sens neurologique du terme, et forcément, les performances ne peuvent pas être égales. Alors, il y a des enfants qui donnent une performance qui convient parce que, et c'est particulièrement vrai en primaire, où les enfants qui apprennent par cœur un certain nombre de choses et qui les reproduisent de manière exemplaire, où on dit, ben voilà, je pense qu'il a redonné, il a compris, sauf que la performance peut être extrêmement trompeuse. Ça veut dire qu'on peut donner une information qui peut être juste et ne pas la comprendre. Et comme je vous disais, c'est particulièrement vrai chez les petits. Et en revanche, on peut avoir beaucoup de mal à exprimer quelque chose qu'on a compris, alors qu'on a parfaitement compris, mais qu'on a un petit peu de mal à trouver les mots pour le dire. Donc, ce distinguo me semblait vraiment très important. Avant de continuer sur cette lancée, parce que je vais poursuivre, je vais lancer un autre sondage. Je vais vous poser une question qui vous semble peut-être étonnante. La performance, donc on vient de faire le distinguo performance versus compétence, donc la performance peut-elle avoir un quelconque lien avec l'organisation biologique de certains individus? Donc je lance un autre sondage pour lequel vous répondez oui ou non. Alors vous êtes 91% à avoir répondu oui et 9% à avoir répondu non. C'est très différent, c'est la troisième fois qu'on présente ce diaporama, c'est très différent d'un groupe à l'autre. Alors peut-être que je pense que je vous ai largement influencé par ce que j'ai dit avant. Alors je vais expliquer pourquoi je pose cette question. Je parlais tout à l'heure d'influence du fonctionnement cérébral et en particulier l'algorithmicité. Puisque la connaissance repose sur quelque chose. Dans le cerveau, elle ne repose pas sur du rien, c'est toute une organisation cérébrale extrêmement importante. Et quand je parlais du circuit de la peur, l'importance de comprendre que la performance, c'est-à-dire ce que produit l'élève, pas la compétence, la performance, est dépendante de ce qu'on appelle le circuit de l'émotion ou le circuit de la récompense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau est génétiquement programmé pour que ce que l'on produit, qu'on peut produire comme comportement, provoque plus de plaisir que de déplaisir. Alors, heureusement que c'est le cas, parce que là encore, si ça n'avait pas été le cas, nous n'existerions quasiment pas en tant qu'être humain. Nous n'aurions pas pu survivre, nous n'existerions pas en tant qu'être humain. Et ce que je vais dire là est vrai pour les humains, mais c'est vrai aussi pour les animaux et certainement pour les plantes, d'une manière extrêmement différente. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que le circuit de la récompense? Mais pour pouvoir faire en sorte que l'humanité se préserve, il a fallu faire un certain nombre de choses plutôt dans le plaisir. Ça veut dire se nourrir, ça veut dire la sexualité, ça veut dire se nourrir, c'est-à-dire des choses qui provoquent un sentiment utile et agréable. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement archaïque, mais qui prend toujours les commandes lorsque l'on a des comportements, lorsqu'on doit faire des choix pour des comportements particuliers. Ça veut dire que pour que ce circuit ce circuit de la récompense fonctionne, parce que le cerveau a une excellente mémoire et qu'il garde en mémoire justement les expériences que l'on a de la vie. Et pour que ce circuit de la récompense puisse être opérant, eh bien, il garde en mémoire les premières expériences, et ces premières expériences qui peuvent être des échecs ou des réussites. Je pense à un petit bout de chou qui arrive à l'école avec 200 mots dans son lexique mental, qui est loin d'être une moyenne positive, et qui va comprendre très rapidement que il est peut-être pas forcément à la bonne place, il comprend pas ce qu'on lui dit, il n'a pas les codes, il comprend pas ce qui se passe, il n'arrive pas à résoudre les problèmes, et il comprend que les regards sont un petit peu étranges par rapport à lui. Il va percevoir quelque chose de négatif, et que s'il fait quelque chose et qu'il échoue, son cerveau va enregistrer qu'il a échoué et qu'évidemment ça a procuré du déplaisir. Et donc, lorsque l'enfant va devoir reproduire le même type d'expérience, du coup, c'est plus cette expérience première qui prendra les commandes, c'est le cerveau qui prend la commande, qui prend les commandes. Ça veut dire que
le cerveau qui sait déjà que l'expérience qui a été vécue est une expérience négative, lorsque ça va être vécu une autre fois, quand je disais il prend les commandes, ça veut dire que il va empêcher la libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, cette même dopamine étant totalement essentielle pour permettre l'élaboration des fonctions cognitives, c'est-à-dire ce qui permet de résoudre un problème cognitif. Et cette résolution du problème cognitif emmène avec elle, tire avec elle ce qu'on appelle la motivation. Ou la démotivation dans ce cas-là. Par contre, à l'inverse, c'est vrai aussi. Ça veut dire que si un apprentissage premier a procuré du plaisir, lorsque l'expérience va être faite une seconde fois, eh bien, il y aura libération de cette dopamine qui va évidemment créer de la motivation puisqu'on sait que ça va être du plaisir et à la fois, ça va entraîner toutes les fonctions cognitives nécessaires pour résoudre le problème. Et donc, c'est le cerveau qui prend les commandes du choix, de nos choix en particulier, puisque c'est lui qui dégage l'émotion positive ou négative qui va faire qu'il y aura prise de décision, mais absolument non consciente de l'exercice que je vais faire ou que je ne vais pas faire. Et c'est totalement inconscient. Ça veut dire que cette organisation biologique est totalement indépendante de notre volonté. Il n'est pas possible de réguler la libération de la dopamine ou pas. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'apprendre aux élèves à tromper leur cerveau, c'est-à-dire à prendre la main et à reprendre la main sur la manière d'être dans le plaisir ou dans le déplaisir. Donc, pour résumer, donc on a donc des neurones qui sont chargés d'évaluer l'erreur de prédiction, c'est-à-dire nous avons des neurones qui sont chargés en fonction des récompenses possibles ou pas, elles vont favoriser ou inhiber nos actions. Et que c'est comme si on était à deux plans, c'est-à-dire que notre cerveau fait des prédictions de récompenses, sauf que l'enfant ou nous, on a juste envie de réussir. Mais entre notre envie de réussir et la prédiction de récompense qui n'arrivera pas, parce que le cerveau sait que c'est comme ça, parce qu'il l'a vécu comme étant déjà une expérience, il y a une forme de tension. Et lorsque l'échec a été très très très, très important, il y a fort à parier que ce soit pas l'enfant qui gagne. Et donc cette valeur que notre cerveau accorde aux récompenses va dynamiser le comportement de l'enfant dans son système cognitif. Donc les apprentissages sont encodés comme des informations et toujours en fonction des regards sur le passé. Et donc le cerveau parie sur le résultat à venir et donc le résultat d'échec ou de réussite et en fonction de ça il va s'organiser. Alors, vous allez me dire, mais c'est un petit peu terrible, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ce type de choses et à ça, j'ai envie de répondre, oui, bien sûr, on peut faire quelque chose, mais ça relève d'une activité qui est extrêmement importante, sinon fondamentale pour l'enfant, ce qu'on appelle l'activité de métacognition. C'est-à-dire la métacognition, c'est pas essayer de comprendre comment je pense, parce que c'est compliqué de pouvoir dire ça. Souvent, les enfants n'arrivent pas à dire. Mais néanmoins, c'est de faire la différence entre justement cette prise de conscience que voilà, je suis pas capable de faire ce type de choses et la reprise en main pour un élève qui pense ce type de choses, de dire non, finalement mon cerveau dit ce type de choses, mais moi je peux prendre la main. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'on sait aider les élèves je disais tout à l'heure, pour tromper son cerveau, mais je pourrais en dire plus si vous le souhaitez tout à l'heure dans les échanges. Alors, je voulais vous présenter un petit peu des arguments scientifiques versus la logique d'évaluation, parce qu'il y a souvent incohérence, je parlais de paradoxe, mais d'incohérence de l'un à l'autre. Pour comprendre peut-être d'abord que l'enfant naît avec un câblage neuronal qui est le fruit de l'évolution darwinienne. Un enfant est capable de différencier 1 de 2 à l'âge de 3 mois. Il est capable de comprendre d'avoir des intuitions de proportionnalité à l'âge de 6 mois. Il est capable de maîtriser parfaitement sa langue à l'âge de 1 an. Alors pourquoi ? Parce que il a intégré dans l'évolution darwinienne, le cerveau s'est adapté, il s'est transformé au fur et à mesure des besoins des êtres humains
Et alors vous allez me dire, mais pourquoi il ne sait pas écrire alors qu'il sait compter à 2 mois? Eh bien parce que ça fait que 3000 ans qu'on sait écrire, c'est pas suffisant pour avoir restructuré le cerveau, puis ça le fera sans doute jamais, parce que il y a fort à parier, je sais bien si c'est pas bien, mais que dans 20 ans, on n'écrira plus, ou les enfants n'écriront plus avec un stylo. Donc ça ne fera jamais partie de ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Mais donc l'enfant né avec un câblage neuronal, fruit de l'évolution, et donc apprendre pour un enfant, apprendre neurologiquement, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas modifier sa structure cérébrale pour qu'elle tende vers une connaissance juste. Donc quand on a l'impression que quand on dit quelque chose, l'enfant devrait comprendre, tant mieux s'il le comprend, bien sûr, et beaucoup d'enfants le comprennent, mais un enfant qui ne comprend pas, c'est que l'algorithmicité, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui ont modifié son algorithmicité cérébrale, c'est-à-dire la rendre plus riche. L'algorithmicité, c'est comme un arbre avec un tronc, avec des branches qui créent d'autres branches et un cours d'autres branches, etc. Et plus on a de mots, plus on a de concepts, plus on peut s'élever dans les représentations des mots et jouer avec les mots. Donc, en fait, apprendre quelque chose à un enfant, on va imaginer que tout va converger vers la connaissance juste, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est une réorganisation de la base de l'algorithmicité cérébrale. Et donc, les pratiques d'évaluation, même chez les tout petits, ne tiennent pas compte de cette richesse neuronale qui est acquise dès la naissance. Ni de l'évolution de cette algorithmicité au cours de l'apprentissage. Finalement, le cerveau ne naît pas tabula rasa, il naît avec énormément de compétences. Et donc, je donnais tout à l'heure un peu la définition de l'apprentissage. L'apprentissage, ça revient à inhiber ou activer des éléments d'une organisation neuronale. En lien avec l'information entendue. Alors, je prenais l'exemple hier d'une illustration. Je utilisais une illustration qu'on a tous vue et qui nous a fait rire. Quand, par exemple, on a un petit bout de chou de 6 mois assis sur une chaise haute dans une cuisine et qu'on donne une cuillère à cet enfant-là, que fait-il? Eh bien, il va laisser tomber la cuillère par terre. Et c'est très drôle parce que ça fait du bruit. Et donc, on va lui reprendre la cuillère, on va lui redonner la cuillère. Que va-t-il faire? Évidemment, il va faire tomber la cuillère. Alors certains disent non, bon, il est un peu agaçant ce gamin-là, il veut nous agacer. En fait, non, il fait une expérience de physique de haut vol, de très très haut niveau. Il est en train de comprendre que tous les objets que je lâche vont tomber. Donc c'est une algorithmicité qui l'enrichit. Alors il peut se dire, eh bien, si ça fait du bruit, ça dépend de la cuillère, ça dépend de l'objet. Alors, il n'a peut-être pas tout à fait tort, ça dépend de l'objet. Et donc, si on veut un peu mettre à l'épreuve cet enfant, on peut prendre sa chaise et le mettre au salon, et au salon, il y a un tapis. Et donc, vous lui donnez une cuillère. Et là, il va évidemment faire tomber la cuillère. L'enfant s'attend à ce qu'il y ait du bruit. C'est très important, cette prédiction. Il s'attend à ce qu'il y ait du bruit, parce que c'est logique dans son algorithmicité. Faites le lien avec l'évaluation. Quand on pose une question à un enfant, où en est-il de cette algorithmicité? Il s'attend à que ce soit tel type de choses. Et donc, c'est ça qu'il va produire. Mais d'autres enfants ont une algorithmicité plus élaborée ou moins élaborée, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, revenons à cet enfant. Il laisse tomber sa cuillère. Ah, la cuillère, il fait la production et l'hypothèse que ça va faire, la prédiction et l'hypothèse que ça va faire du bruit, sauf que manque de bol, ça ne fait pas de bruit. Donc, il enrichit son algorithmicité. Tiens, tout ce que je laisse tomber ne fait pas le même bruit. Vraiment, on enrichit terriblement son algorithmicité, et en faisant ça, eh bien, il y a des tas d'autres paramètres de cette algorithmicité cérébrale qui vont être changés aussi. Et donc, vous reprenez cet enfant-là et vous l'éprouvez encore un petit peu plus, vous le remettez dans la cuisine et vous lui donnez une balle. Tiens, je vais laisser tomber la balle, elle va faire un autre bruit. Mais le sol est le même, mais je sens que l'objet que j'ai dans la main n'est pas dur. Donc voilà, il peut faire des tas d'hypothèses. Il est très doué pour faire des hypothèses, le bébé. Il se conduit comme un petit savant. Il va laisser tomber la balle. Bizarre. Elle remonte. Ce qu'on pourrait dire de ces expériences, c'est que apprendre, c'est quand l'enfant est surpris. Ça veut dire que quand il se rend compte que ce qu'il comprend n'est pas ce qu'il avait prédit. Et là, il est toujours question d'apprentissage. Et donc, en évaluant un résultat, c'est-à-dire l'organisation cérébrale et l'évolution de la connaissance ne sont pas évalués. Or, ce sont justement ces éléments fondamentaux de l'apprentissage. Un enfant qui en est au bruit sous le tapis, puis qui n'a pas encore vécu l'expérience de la balle qui remonte, il est en train d'évoluer, évidemment, et d'évoluer d'une manière extrêmement riche. Mais c'est pas là qu'on l'attend. On l'attend au résultat. Et du coup, on va penser que tout ce qu'il a fait avant, on va faire fi puisqu'on attend un résultat. Quel dommage.
Et on pourrait presque dire finalement que celui qui sait résoudre un problème, il a déjà appris, puisqu'il sait. C'est bien, mais il a déjà appris. Celui qui n'arrive pas encore à résoudre, mais lui, il est justement en train de modifier sa structure cérébrale pour y arriver. Ça veut dire que c'est le second qui apprend. Mais quand on se focalise sur le résultat, c'est compliqué d'avoir cette richesse-là. Et du coup, évaluer des contenus maîtrisés, alors je ne sais pas si l'illustration est très très heureuse, mais ça revient à donner une note à un patient guéri. Et évaluer l'évolution de la connaissance, toujours peut-être dans le même type d'illustration, ça revient à proposer toutes les thérapeutiques pour que le patient ait toutes les chances de guérir. Mais pour ça, il faut bien que le patient fasse part de ses symptômes. Et donc, je crois que c'est aussi très important de dire que tous les élèves de la planète ont la capacité neurologique d'avoir des intuitions, de les vérifier ou de les expérimenter parce qu'on est génétiquement programmé pour ça. Et donc, il est génétiquement programmé pour pouvoir projeter des hypothèses possibles de résolution. Et parce que ces neurones se construisent comme des algorithmes. Et si on ne s'occupe que du résultat, eh bien, cette évaluation où on perd la richesse de l'évolution du traitement de la connaissance, et cette même évolution du traitement ne fonctionne pas seule, puisque comme je vous le disais, elle impacte sur tous les réseaux neuronaux. Ça veut dire que dans le métier d'enseignant, il y a une responsabilité cognitive qui est liée à l'évaluation, et en particulier à la manière dont l'enfant modifie sa connaissance, ou le traitement de sa connaissance. Alors pour terminer cette intervention cette première intervention, puisqu'il y aura une autre intervention la semaine prochaine, la suite, comment j'avais envie de terminer ou de vous laisser partir avec encore une fois, c'est pas un paradoxe, mais comment garder l'équilibre entre cette nécessité de situer une performance actuelle par rapport à une norme à atteindre, bien évidemment, l'évaluation n'est pas à mettre à la poubelle, loin de là, au contraire, et l'éthique, c'est-à-dire la visée du sens ou la visée du meilleur pour l'élève. Alors j'ai mis la déontologie au centre parce que donc la déontologie c'est ce qui pense le savoir, le devoir professionnel, c'est le déontos. Comment garder cet équilibre? Comment travailler sur cette déontologie qui d'ailleurs n'existe pas dans le métier d'enseignant, et c'est un des seuls corps de métier en lien avec les humains qui n'a pas de code déontologique, puisque les enseignants en ont. Les soignants en ont, les juristes en ont, les médecins, enfin, voilà, le code déontologique, dès lors que l'on a affaire à un être humain, évidemment, en général, il y a un code déontologique qui protège à la fois la personne dont il est question, ici les élèves, et qui protège aussi l'enseignant. Et protéger dans le sens quel est le meilleur pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire comment faire avec ce que je suis en tant qu'enseignant, puisque la déontologie, le devoir professionnel amène forcément un regard sur soi, la manière dont je me conduis, la manière dont je dois me conduire en fonction de la morale ou de l'éthique. Alors certains différencient les mots, ces deux mots, d'autres pas. L'un a une origine latine, l'autre grecque, mais voilà, comment penser cette déontologie en tant qu'enseignant. Et j'avais envie de vous poser ces questions-là auxquelles il n'y a pas de réponse aujourd'hui, évidemment, hein, mais encore une fois, c'était pour que vous puissiez partir avec ces questions pour le week-end. J'imagine que vous n'avez que ça à faire, de penser à la nécessité de l'évaluation ou l'éthique de l'évaluation ce week-end. C'était de dire comment est-ce que je peux redonner un contrepoids justement à cette dimension éthique. Comment donner des éléments significatifs sur le développement de l'enfant pour sa réussite scolaire. Là, on est vraiment dans le déontos. Et donc, on s'est mis aujourd'hui comment fonctionne le cerveau. On sait comment dire, je vais me poser la question, comment est-ce qu'on peut considérer ce qui est essentiel dans son métier d'enseignant par rapport à toutes ces connaissances-là, et comment est-ce qu'on peut se situer entre les attentes du système et les attentes des élèves. Alors, pour terminer, cette question, sans doute par cette question essentielle, comment penser la déontologie de l'évaluation, et en particulier au sein de la mission laïque française.
puisque le projet dans lequel s'est lancée la mission laïque française, accueillir l'enfant, accompagner l'élève, je crois que accompagner l'élève passe forcément par un changement de paradigme sur l'évaluation. Il ne s'agit pas sans doute pas, hein, mais de faire en sorte, bien sûr, c'est le projet de tout le monde et que l'élève puisse faire de ce temps passé à l'école le meilleur pour lui, en essayant de trouver le meilleur en lui pour qu'il puisse devenir, tout simplement, hein, tenir debout sur ses deux pieds, devenir et passer le cap de l'école pour être un homme, une femme future et pouvoir vivre tout simplement, comme dit Edgar Morin, mais quelle est la responsabilité de l'enseignant pour l'aider à se lire à l'intérieur, à se comprendre, à avoir des clés de lecture par rapport à son fonctionnement, puisque finalement dans l'école on fait pari de la modifiabilité de tous les enfants, et cette modifiabilité-là n'est pas qu'un regard extérieur, c'est aussi un regard sur sa propre intériorité qu'il faut absolument l'aider à conquérir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est une réflexion, c'est pas quelque chose de très très concret, mais ça me semblait vraiment important pour pouvoir passer à cette autre session la semaine prochaine avec des choses plus concrètes pour pouvoir illustrer ce propos plutôt réflexif. Merci beaucoup.